347e dimension, première. On est le 4 juillet, il est midi 47. Hey, je te fais visiter? Allez, carrément. Alors bienvenue, voici donc mon salon, avec mon coin télé, mes canapés, c'est là que je regarde des films et tout ça. En haut, il y a les chambres, chambre et salle de bain. Ici, il y a des chiottes avec une odeur de ouf. Et alors ça, chaud sans tigre. Tu connais la différence entre un alligator et un crocodile? Non. C'est quasiment la même chose. Et ça, chausson popotame. Le crâne véritable d'Abraham Lincoln. Ah, je vais te manger, non, non. Et alors le joyau, ma coupe de l'université d'été du MEDEF 2014. J'ai fini deuxième. Elle est magnifique. Attention, ça coupe. En tout cas, c'est super sympa de m'accueillir, vraiment. Eh mais Mikasa est mon ça. Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna. Donc, Paranormal Activity est un film indépendant américain sorti le 14 octobre 2007 aux États-Unis, au départ seulement dans les festivals, puis en octobre 2009 dans les réseaux de distribution habituels. Le film est réalisé par Oren Peli, dont c'est le premier long métrage qu'il a tourné en 7 jours pour un budget de seulement 15 000 $ et qui en a rapporté 193 millions, soit près de 13 000 fois son budget initial, ce qui fait de Paranormal Activity le film avec le plus grand retour sur investissement de l'histoire du cinéma tout entier, si on exclut les coûts marketing. Un budget extrêmement limité qui s'explique par le fait que Paranormal Activity est ce qu'on appelle communément un found footage. Et à vrai dire, c'est même un de ses plus célèbres représentants. Il est donc, je pense, indispensable d'introduire le concept du found footage avant de s'intéresser au film à proprement parler. Et il y a un paquet de trucs à dire sur le sujet, alors installez-vous confortablement, préparez-vous un petit bol de chips, éventuellement avec un peu de guacamole. Bon, si vous le faites maison, c'est toujours mieux, sinon au pire, ça existe en sachet. Par contre, faut quand même rajouter un avocat, c'est pas genre du guacamole déshydraté, quoi. C'est plus un mélange d'épices qu'on rajouterait à l'avocat pour faire du guacamole. Donc le found footage, qui pourrait littéralement se traduire par métrage trouvé, est un genre cinématographique qui repose sur le principe du métrage trouvé, justement, dans le sens où chaque film est supposé avoir été tourné par un de ses personnages, puis retrouvé par quelqu'un d'autre avant de nous être présenté. Un procédé qui renverse du coup une convention traditionnelle de la fiction, puisque cette fois-ci, les caméras utilisées pour tourner le film existent aussi dans la diégèse de ce dernier, comme c'est le cas pour les faux documentaires. Ça, c'est l'idée de base derrière le found footage, mais pour vraiment en saisir l'importance, il va falloir que je procède à un petit historique. Le genre a été popularisé au cinéma en 1999 avec la sortie du projet Blair Witch, qui raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui réalisent un documentaire sur la légende d'une sorcière qui entrait la forêt de Black Hills dans le Maryland, une forêt toute proche de la petite ville de Burkittsville, anciennement nommée Blair jusqu'au début du 19e siècle. D'où le titre The Blair Witch Project, à moitié traduit en France par le projet Blair Witch pour les 3 personnes au monde qui savent que witch veut dire sorcière, mais pas que project signifie projet. Merci les traducteurs. Mais de rien, trou du cul. Alors, il est communément admis que le film est celui qui a posé les bases du genre, et il est probablement le premier auquel vous pensez si on vous dit found footage. Mais sans contenter comme origine au found footage serait ma foi fort incomplet. Fort incomplet ou saltimbanque total? Hey, c'est moi qui fais les blagues ici. Ah ouais? Donc de nombreux précurseurs au projet Blair Witch existent, comme par exemple Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato en 1980, dont la seconde moitié consiste en la projection d'images tournées par une équipe de reporters morts aux mains d'une tribu cannibale, ce qui donne des séquences absolument dégueulasses que je floute en utilisant ma machine à flouter flambant neuve, qui nous a gentiment été offerte par notre partenaire Floutix en échange d'un petit placement de produit. Bien sûr, il existe tout un tas d'autres proto-exemples qui jalonnent l'histoire du cinéma, et j'avoue que j'aurais bien du mal à être exhaustif, d'autant qu'on pourrait remonter super loin jusqu'au cinéma vérité, ou même, pourquoi pas, au roman épistolaire, comme Dracula par exemple, qui pourrait tout à fait être considéré comme un précurseur au found footage, puisque l'histoire y est racontée au travers de morceaux de lettres et de journaux intimes écrits par les personnages du roman. Mais je profite quand même de l'occasion pour vous aiguiller une fois n'est pas coutume sur un programme télé qui mériterait selon moi d'être plus connu. Les Documents interdits de Jean-Teddy Philippe sont 13 courts-métrages français diffusés sur Arte entre 1986 et 1989 et sont assurément parmi les œuvres qui ont le plus influencé le genre du found footage. Donc si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'y jeter un œil, d'autant que si vous avez déjà vu des found footage, il y a un paquet de trucs que vous retrouverez ici. Des œuvres très surprenantes et très en avance sur leur temps que je vous recommande vivement. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu une version found footage de la 4ème dimension. Bref, on en revient au projet Blair Witch donc, qui malgré un immense succès commercial n'a pas vraiment immédiatement lancé de mode, puisque le found footage s'est fait très rare pendant les années qui ont suivi sa sortie. Mais au milieu des années 2000, 4 films vont relancer le genre en grande pompe. Diary of the Dead de George Romero, Cloverfield de Matt Reeves, Rec de Jaume Balaguerro et Paco Plaza, et donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, Paranormal Activity d'Oren Peli. Et depuis, un déluge de found footage s'abat sur le monde du cinéma. Le très bon livre Terreur du voir, l'expérience found footage de Stephen Beck sorti en mars 2016, indique qu'environ 250 found footage ont été tournés en tout et raconte des histoires diverses et variées, puisque le procédé impose surtout des contraintes techniques et permet donc d'intégrer à peu près n'importe quel genre de film. Un found footage peut être un film d'horreur, un film de guerre, une comédie, un film de science-fiction ou n'importe quoi d'autre. Et évidemment, on a eu le droit en quelques années à presque tout. Pourquoi tant de films, me demandez-vous? Simplement parce que l'industrie du cinéma a compris la nécessité d'être en phase avec son public en lui proposant un spectacle moderne et minimaliste pour questionner son rapport à l'image animée. Non, attends, il y a un truc qui déconne, je me suis trompé de texte, pardon les gars, ne coupez pas. Alors, je disais,
Parce que l'industrie du cinéma a compris la nécessité d'être en phase avec son public en lui proposant un spectacle moderne et minimaliste pour questionner son rapport à l'image animée? Non. La réponse est non. En fait, c'est surtout que ça coûte que dalle à faire, que la promo passe souvent par des campagnes virales sur internet, ce qui ne coûte rien non plus, et que quelques exemples d'énormes succès ont pu laisser penser qu'il suffisait de laisser une caméra pourrie à un acteur médiocre pour que tout le monde se précipite en salle, s'extasier devant des images moches, cadrées avec le cul. Je te sers un petit tomate pastèque. Mais évidemment, si on prenait un peu de recul sur le phénomène, on se rendrait compte que ces succès sont en réalité la partie visible d'un colossal iceberg de films mineurs, oubliables et oubliés à la vitesse de l'éclair, oui, Gilles? Ça se prononce iceberg. Ah non, ça se prononce iceberg. T'es sûr? Ah oui, certain. Mais on dit bien burger. Ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Mais ça change tout. Donc, Paranormal Activity nous raconte l'histoire de Katie et Micah, interprétées respectivement par Katie Featherston et Micah Sloat. Ça, c'est une tradition du genre qui veut que les personnages aient le même nom que les acteurs qui les interprètent, afin de rendre encore plus floue la frontière entre fiction et réalité. Un jeune couple qui a récemment emménagé dans une nouvelle maison à San Diego, en Californie. L'action sera filmée par Micah, qui vient de s'acheter une nouvelle caméra après que Katie lui ait expliqué qu'un infernal démon démoniaque diabolique la tourmente depuis qu'elle est enfant et la suit partout où elle va. Ah, j'ai eu ça une fois aussi. Enfin, sauf que moi, il me suivait pas vraiment partout, en fait, il restait dans son panier à mâchouiller des trucs. Bref, le plan de Micah est simple, filmer un maximum d'images nuit et jour pour essayer de clarifier la situation et d'accumuler des infos sur le démon qui hante sa chair et tendre. Délicate intention qui me permet de mettre en lumière une spécificité assez intéressante du found footage. Dans ce type de film, la caméra est donc utilisée par un des protagonistes, ce qui fait que, contrairement à une fiction classique, il est nécessaire de justifier que la caméra tourne au moment où elle tourne. Juste Morvin, tu serais pas un peu relou là avec ta caméra tout le temps? Et le fait d'avoir comme contrainte de faire de la caméra un personnage à part entière du récit force souvent les réalisateurs à donner une importance à la présence de la dite caméra et donc à l'acte de filmer, puisque au moins un des personnages aura à faire ça pendant tout le métrage. Parce que là, c'est quand même des trucs de merde que tu filmes. Et par conséquent, vu que cet acte de filmer est indispensable au fait que nous puissions voir les images, il est nécessaire qu'il le soit également pour les personnages du film, pour justifier qu'ils ne coupent pas la caméra, même à des moments où le bon sens voudrait qu'on la coupe. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui est con aussi. Et en plus de ça, le concept du found footage fait que la force du film repose sur l'efficacité de son effet de réel, ce qui fait que souvent le réalisateur se débrouille pour que l'acte de filmer soit une question de vie ou de mort pour les personnages. Et là où je trouve que ça devient très intéressant, c'est que ça produit naturellement une analogie qui sera au cœur du genre. La caméra est une arme. Filmer sert à se défendre ou à attaquer, ce qui rejoint des problématiques très actuelles sur notre rapport aux images et la façon dont elles sont utilisées aujourd'hui. Une analogie présente dans Rec. Vous voulez bien cette putain de caméra? Je vous interdis d'y toucher! Vous m'interdisez? Oui, je vous interdis d'y toucher! Alors ne vous avisez pas de recommencer! C'est notre boulot d'informer les gens de ce qui se passe! Ou, plus explicitement encore dans Diary of the Dead. N'essayez pas de parler, tournez, c'est tout. Tournez votre film, allez-y, tournez tant que votre disque dur n'est pas plein. Et bien sûr aussi dans les Paranormal Activity, et particulièrement dans le 5e opus de la série qui met en scène une caméra modifiée pour voir les démons démoniaques de l'infernal enfer malfaisant. Ça paraît peut-être un peu con dit comme ça, mais je pense que c'est assez important pour comprendre le succès du genre à la fin des années 2000. Bref, mettons ces considérations théoriques de côté pour revenir au film, et plus particulièrement à ses séquences les plus caractéristiques, dans lesquelles Micah installe sa caméra sur un trépied la nuit pour filmer ce qui se passe pendant leur sommeil, des séquences qui seront même au cœur de la promo du film dont la tagline est « C'est quoi qui se passe quand tu dors ?» Voyons. Oh putain, oui, merde! Oui, donc au petit matin, Katie et Micah découvrent que quelqu'un ou quelque chose a fait tomber leurs clés sur le sol et décide sur le champ d'appeler un médium pour les aider, qui finit par s'en aller parce qu'il dit ne pas être compétent pour ce genre de situation. Mais avant de partir, il met quand même en garde le couple sur le fait qu'ils ne doivent pas essayer d'entrer en contact avec le démon et surtout ne pas utiliser de planche de Ouija. Et il leur conseille enfin de faire appel à un démonologue plus à même de les aider pour ce type de problème. Demain, j'appelle le mec. Quel mec? Le docteur Johan Avrige. Je fous pas de moi, c'est important. Ah non, je rigole pas, non, sérieux, faut pas l'appeler. Hein. Et pourquoi? C'est des conneries tout ça. Il a dit qu'on doit l'appeler demain. On s'en fout, l'appelle pas. Ok, donc un médium, d'accord, mais alors ne t'avise pas de contacter ces charlatans de démonologues. C'est moi le docteur Johan. Célèbre démonologue. Je suis un gros con, Bon, on va pouvoir assister à une autre nuit filmée par la caméra de Micah. Heureusement pour moi, j'ai pris une douche de caféine. J'espère que vous êtes prêts. Prêts pour la peur. Quelle heure demain? Je sais pas, vers 6h. T'as mis le réveil? C'est pathétique. Oui, bah je tente des trucs. C'est ce genre de moment parfois me fait me dire que c'est quand même fou la vie.
Vous vous rendez compte du nombre incroyable de micro-événements qu'il a fallu pour qu'on passe de la formation des premiers protons, neutrons et électrons à nous, là, en train de regarder ce couple faire dodo? Non, oh, il se passe un truc, la porte a bougé, elle a bougé, et j'ai l'impression que c'est pas du tout l'émotion que je suis censé ressentir à ce moment-là. Donc, Micah est maintenant convaincue que Cathy dit la vérité et qu'un démon est vraiment présent dans la maison. Et le reste du film se déroule sur le schéma du « je filme pendant la nuit, j'analyse les images le lendemain ». Et évidemment, les manifestations du démon démoniaque vont crescendo, au point qu'il commence finalement à faire des trucs plus effrayants que ce que pourrait faire un chat vaguement farceur. Il arrive même à prendre possession de Cathy, ce qui, évidemment, horripile son horripilant petit ami. Montre-toi si tu oses. T'as rien dans le slip? Ton démon, il vaut rien. Il vaut que dalle. T'es qu'un naze. Ah, je suis Belzébuth, prince des ténèbres. Craignez mon courroux, car il est venu, celui qui va vous fumer vos rats. À partir de là, plus le démon se montre belliqueux, plus Micah devient con et inconscient, et le provoque jusqu'à en arriver à faire précisément ce que le médium du début lui a déconseillé de faire, utiliser une planche de Ouija. Ok, alors avant que qui que ce soit ne dise quoi que ce soit, je suis parfaitement conscient qu'on est face à une espèce de syndrome de Scully, mais j'aimerais qu'on m'explique quelque chose néanmoins. Que veux-tu savoir? C'est pas parce que tu mets des moyens dans tes blagues que tu vas devenir Monsieur Blague, Jérémy. Ce qui me turlupine, non, c'est que, normalement, la prérogative à ce qu'un personnage se moque de la thèse paranormale, c'est qu'il n'y croit pas. Sauf que là, il agit comme s'il n'y avait aucun danger, mais il accepte parfaitement de croire à l'existence du démon. Et il prend ça d'ailleurs avec beaucoup de philosophie, si vous voulez mon avis. Excuse-moi, mais j'ai du mal à trouver ça génial, vu que c'est moi qui suis persécutée. T'inquiète pas, on va régler ça. Ça va aller. Bref, je me rends compte qu'en fait, il se passe pas grand chose dans ce film, donc on va pouvoir conclure rapidement. Alors le couple décide finalement de rappeler le médium du début qui repasse en coup de vent leur dire qu'ils sont niqués, et effectivement ils le sont, puisque le démon finit par prendre possession de Cathy, assassine Micah, et je leur remercie, et c'est la fin de Paranormal Activity d'Oren Peli. Et c'était intéressant. Et t'as trouvé ça bien? Intéressant. Intéressant genre bien? Eh ben je sais pas trop. En fait, je trouve que le film a une immense qualité que beaucoup d'autres found footage n'ont pas, c'est d'assumer à fond son concept. Et vraiment, c'est assez rare pour être souligné. Et c'est d'ailleurs une critique récurrente que je pourrais adresser au film en found footage. Étant donné que le concept est en soi anti-spectaculaire, on voit souvent des réalisateurs le tordre pour le rendre plus impressionnant. Par exemple, dans Diary of the Dead de George Romero, un personnage trouve une seconde caméra, ce qui permet de faire des contre-champs. Mais dans Paranormal Activity, y a rien de tout ça. Le film est minimaliste à l'excès et ne s'embarrasse d'aucune fioriture. Et ce jusqu'au boutisme permet donc au film d'être plutôt économe en termes d'effets à un moment où le cinéma d'horreur se complaisait dans la surenchère gore. Alors que là, on peut se contenter de montrer des événements moins spectaculaires, mais qui seraient vraiment effrayants dans la vraie vie. Du coup, l'efficacité du film repose non pas sur une escalade de violence, mais sur la crédibilité de son effet de réel. D'où la présence d'une flopée de détails présents uniquement pour rendre plausible l'intrigue du film. Voilà. Je branche le Firewire. Et c'est parti. Ce qui contraste même avec d'autres films de la franchise, comme Paranormal Activity 3, qui est un préquel censé se passer dans les années 80, mais qui utilise visiblement des caméras haute définition super sensibles, même par rapport aux standards actuels. Et ils vont même jusqu'à montrer la caméra en question. Je veux dire, soyons sérieux une seconde. Qui peut croire que ces images viennent de cette caméra? C'est ridicule. Hein, Gilles? Ridicule. Donc cette radicalité, c'est ce qui rend le film théoriquement très intéressant. Je précise théoriquement parce que cette même radicalité est risquée dans le sens où elle peut très vite rendre le film chiant. Et comme le réalisateur refuse tout compromis formel, il compense ça étrangement en faisant faire à son personnage principal des trucs complètement absurdes qui le rendent, bon, déjà antipathique, mais surtout irrationnel. Et si on suit un personnage qui passe son temps à faire des trucs déraisonnables, on finit par moins croire à l'histoire qui nous est racontée et donc à avoir moins peur devant. En tout cas, ça a eu cet effet-là sur moi. Mais en l'occurrence, mon opinion n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse par contre, ce sont les autres critiques qui sont régulièrement faites au film, et même au found footage plus globalement, à savoir qu'il s'agit d'un genre fainéant qui permet au réalisateur de s'économiser l'effort de penser une mise en scène. Le but du jeu va donc être d'essayer de comprendre pourquoi ces critiques sont si récurrentes. Donc, aujourd'hui, si je vous dis cinéma, vous me dites argent, Cocaïne. prostituée, Ego. chirurgie esthétique, Décadence. Babylone, Cadmérade. Cadmérade. Non. Enfin si, mais surtout vous me dites 7e art. Il est aujourd'hui donc communément admis que le cinéma est un art, mais à l'évidence, cela n'a pas toujours été le cas. Et au début du XXe siècle, nombreux étaient ceux qui pensaient que le cinéma n'était pas un art à part entière, simplement parce qu'ils considéraient que ce n'était rien d'autre que l'enregistrement photographique d'une œuvre dramatique, et que donc, ce n'est pas l'objet filmique en lui-même qui est une œuvre d'art, mais ce qui est filmé. Et c'est là qu'on va voir apparaître une notion essentielle qu'il me faut expliciter. C'est des trucs un peu compliqués, donc les gars, si vous avez des blagues à faire, vous les faites maintenant. Dis camion. Camion, Ah non. tu dégages. Tu mets le micro sur un pied, tu dégages. Je veux rien savoir, tu dégages.
La spécificité du médium est un concept fondamental au cinéma, comme dans toutes les autres formes d'expression artistique, qui part du principe suivant. Chaque domaine artistique dispose de plusieurs outils qui lui sont spécifiques, dans le sens où on ne les retrouve pas dans les autres. Par exemple, une note, un accord ou une mesure sont des éléments spécifiques à la musique. Et à partir de là, il est tout à fait possible de conclure que le cinéma est un art à part entière, au même titre que tous les autres, puisque lui aussi dispose de tout un tas d'outils qui lui sont spécifiques. Et d'un lexique associé avec des mots comme plan, montage image, travelling avant, moteur, ça tourne, coupé, oh il reste du 4 quarts à la régie. Et partant de cette notion, on peut aboutir à la réflexion suivante. Un bon film est un film qui utilise avec pertinence les outils spécifiques au médium de l'image animée. Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande volontiers Notes sur le cinématographe de Robert Bresson, une compilation de petites phrases dont beaucoup parlent de ça. Et c'est pour ça qu'il est par exemple très mal vu au cinéma de faire du théâtre filmé, simplement parce que, comme le dit très bien Bresson, les gestes et les paroles ne peuvent pas former la substance d'un film comme ils forment la substance d'une pièce de théâtre. Parce que si c'était le cas, autant en faire une pièce de théâtre, puisque le médium cinématographique n'apporterait rien à l'œuvre en question. C'est comme si vous vous retrouviez devant une peinture sur laquelle est peint un roman en lettres noires sur fond blanc. Quelle que soit la qualité du roman qui est peint dessus, l'œuvre serait difficilement considérable comme une bonne peinture. Au mieux, ce serait un bon roman. Dans le cas de Paranormal Activity, donc, les séquences de nuit consistent simplement à laisser tourner la caméra et à rythmer le jeu des acteurs. Par conséquent, il est, je pense, normal que beaucoup puissent considérer ça comme une supercherie. Sauf que si les choses étaient aussi simples, je serais sur la plage en train de siroter verre sur verre de Cuba Libre, et ce n'est heureusement pas le cas parce que j'aime pas trop ça. Parce que, quand bien même on est partisan de la spécificité du médium, et je le suis, reste encore à définir ce qu'est cette spécificité. Et là, il s'avère que tout le monde n'est pas d'accord. Les formalistes russes, par exemple, pensaient qu'elle se situe au niveau du montage, puisque le montage image n'existe nulle part ailleurs que dans l'image animée. Mais, pour d'autres, c'est le plan séquence qui est au cœur de cette spécificité, parce qu'il permet mieux de capter les mouvements du réel, ce qui est aussi exclusif au cinéma. Et j'en viens donc à vous recommander une autre lecture fort intéressante, Qu'est-ce que le cinéma ? D'André Bazin. Le livre est une compilation d'articles d'André Bazin, donc un des plus éminents critiques français de l'histoire, et le texte le plus célèbre de ce dernier est Montage interdit, qui est en fait une compilation de 2 articles originellement écrits pour les cahiers du cinéma, dans lesquels Bazin explique qu'il est souvent important d'authentifier le récit par des plans séquences, puisque le montage seul est un trucage. Cette idée est synthétisée dans une de ses phrases qui dit que quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de 2 ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Et si on transpose ça à Paranormal Activity, on peut tout à fait admettre que ce qui peut d'abord passer pour de la fainéantise est en fait une suite de choix conscients qui rend le film plutôt crédible. Donc, quel que soit mon avis sur l'œuvre, le fait que le film ait réussi à fédérer un si large public avec si peu de moyens constitue clairement ce que les Américains pourraient appeler un tour de force. Et par ailleurs, si on voulait élargir ça à tous les fan footage, on pourrait légitimement arguer que le procédé en lui-même est spécifique à l'image animée, et que les outils qui sont utilisés, et je pense notamment à l'utilisation du hors-champ ou encore au fait de profiter des défauts de la bande, sont des effets de cinéma. Donc, ces films ne sont pas moins des films que n'importe quel autre, il s'agit juste d'une autre manière de dérouler le récit. Certes, peut-être un peu daté maintenant, puisque je pense que la grande mode du fan footage est terminée, mais légitime quand même. Ouais, alors tu vas quand même super loin pour justifier le succès du film, je trouve. Attends, c'est moi qui vais super loin ? Je trouve que tu vas très loin. Parce que, je veux dire, si le film a marché, c'est juste parce que ça a été une grosse opération de com, qu'il y a eu de la pub massivement, que tout le monde était exposé aux images du truc, et aussi accessoirement que Spielberg a dit qu'il trouvait ça plutôt cool. Alors je suis désolé encore une fois, mais je vois toujours pas de qui tu parles en fait. Mais si, tu vois, Steven Spielberg, le réalisateur d'Always. Journal du bord. J'ai entendu du bruit quelque part cette nuit. Je vais voir ce qui se passe. Non. Barbu ? Casquetteux ? Non, vraiment ? Sérieux, tu vois pas qui c'est ? Non, mais vraiment, ça me dit rien du tout, quoi. Indiana Jones. L'aventurier avec le chapeau. Non, Alan Quatermain. Jérémy, il faut que tu viennes. Je crois qu'il y a des pseudos. Du jus de tomate pastèque. Vite, faut que j'aille prévenir les autres. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu ranges tes affaires? Ne m'approche pas. Wow! Attention, je te dis que
salade iceberg dans mon burger. Pas de salade iceberg. Pas de salade iceberg dans mon burger. Pas de salade iceberg. Ça, le concept du found footage fait que la force du film repose sur l'efficacité de son effet de réel, ce qui fait que souvent le réalisateur se débrouille pour que l'acte de filmer soit une question de vie ou de mort pour les personnages. Et là où je trouve que ça devient très intéressant, c'est que ça produit naturellement une analogie qui sera au cœur du genre. La caméra est une arme. Filmer sert à se défendre ou à attaquer, ce qui rejoint des problématiques très actuelles sur notre rapport aux images et la façon dont elles sont utilisées aujourd'hui. Une analogie présente dans Rec. Vous voulez bien cette putain de caméra? Je vous interdis d'y toucher. Vous m'interdisez? Oui, je vous interdis d'y toucher. Alors ne vous avisez pas de recommencer. C'est notre boulot d'informer les gens de ce qui se passe. Ou, plus explicitement encore dans Diary of the Dead. N'essayez pas de parler, tournez, c'est tout. Tournez votre film, allez-y, tournez tant que votre disque dur n'est pas plein. Et bien sûr aussi dans les Paranormal Activity, et particulièrement dans le 5e opus de la série qui met en scène une caméra modifiée pour voir les démons démoniaques de l'infernal enfer malfaisant. Ça paraît peut-être un peu con dit comme ça, mais je pense que c'est assez important pour comprendre le succès du genre à la fin des années 2000. Bref, mettons ces considérations théoriques de côté pour revenir au film, et plus particulièrement à ses séquences les plus caractéristiques, dans lesquelles Micah installe sa caméra sur un trépied la nuit pour filmer ce qui se passe pendant leur sommeil, des séquences qui seront même au cœur de la promo du film dont la tagline est « C'est quoi qui se passe quand tu dors ?» Voyons. Oh putain, oui, merde. Oui, donc au petit matin, Cathy et Micah découvrent que quelqu'un ou quelque chose a fait tomber leurs clés sur le sol et décide sur le champ d'appeler un médium pour les aider, qui finit par s'en aller parce qu'il dit ne pas être compétent pour ce genre de situation. Mais avant de partir, il met quand même en garde le couple sur le fait qu'ils ne doivent pas essayer d'entrer en contact avec le démon et surtout ne pas utiliser de planche de Ouija. Et il leur conseille enfin de faire appel à un démonologue plus à même de les aider pour ce type de problème. Demain, j'appelle le mec. Quel mec? Le docteur Johan Avrige. Je Te fous pas de moi, c'est important. Ah non, je rigole pas, non, sérieux, faut pas l'appeler. Hein. Mais pourquoi? C'est des conneries tout ça. Il a dit qu'on doit l'appeler demain. On s'en fout, l'appelle pas. Ok, donc un médium, d'accord, mais alors ne t'avise pas de contacter ces charlatans de démonologues. C'est moi le docteur Johan. Célèbre démonologue. Je suis un gros con, Bon, on va pouvoir assister à une autre nuit filmée par la caméra de Micah. Heureusement pour moi, j'ai pris une douche de caféine. J'espère que vous êtes prêts. Prêts pour la peur. Quelle heure demain? Je sais pas, vers 6h. T'as mis le réveil? C'est pathétique. Oui, bah je tente des trucs. C'est ce genre de moment parfois me fait me dire que c'est quand même fou la vie. Vous vous rendez compte du nombre incroyable de micro-événements qu'il a fallu pour qu'on passe de la formation des premiers protons, neutrons et électrons à nous, là, en train de regarder ce couple faire dodo? Non, oh, il se passe un truc, la porte a bougé, elle a bougé, et j'ai l'impression que c'est pas du tout l'émotion que je suis censé ressentir à ce moment-là. Donc, Micah est maintenant convaincu que Cathy dit la vérité et qu'un démon est vraiment présent dans la maison. Et le reste du film se déroule sur le schéma du « je filme pendant la nuit, j'analyse les images le lendemain ». Et évidemment, les manifestations du démon démoniaque vont crescendo, au point qu'il commence finalement à faire des trucs plus effrayants que ce que pourrait faire un chat vaguement farceur. Il arrive même à prendre possession de Cathy, ce qui, évidemment, horripile son au travers de morceaux de lettres et de journaux intimes écrits par les personnages du roman. Mais je profite quand même de l'occasion pour vous aiguiller, une fois n'est pas coutume, sur un programme télé qui mériterait selon moi d'être plus connu. Les Documents interdits de Jean-Teddy Philippe sont 13 courts-métrages français diffusés sur Arte entre 1986 et 1989 et sont assurément parmi les œuvres qui ont le plus influencé le genre du found footage. Donc si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'y jeter un œil, d'autant que si vous avez déjà vu des found footage, il y a un paquet de trucs que vous retrouverez ici. Des œuvres très surprenantes et très en avance sur leur temps que je vous recommande vivement. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu une version found footage de la 4ème dimension. Bref, on en revient au projet Blair Witch donc, qui malgré un immense succès commercial n'a pas vraiment immédiatement lancé de mode, puisque le found footage s'est fait très rare pendant les années qui ont suivi sa sortie. Mais au milieu des années 2000, 4 films vont relancer le genre en grande pompe. Diary of the Dead de George Romero, Cloverfield de Matt Reeves, Rec de Jaume Balaguerro et Paco Plaza, et donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, Paranormal Activity d'Oren Peli. Et depuis, un déluge de found footage s'abat sur le monde du cinéma. Le très bon livre Terreur du voir, l'expérience found footage de Stephen Beck sorti en mars 2016, indique qu'environ 250 found footage ont été tournés en tout et raconte des histoires diverses et variées, puisque le procédé impose surtout des contraintes techniques et permet donc d'intégrer à peu près
n'importe quel genre de film. Un found footage peut être un film d'horreur, un film de guerre, une comédie, un film de science-fiction ou n'importe quoi d'autre. Et évidemment, on a eu le droit en quelques années à presque tout. Pourquoi tant de films, me demandez-vous? Simplement parce que l'industrie du cinéma a compris la nécessité d'être en phase avec son public en lui proposant un spectacle moderne et minimaliste pour questionner son rapport à l'image animée. Non, attends, il y a un truc qui déconne, je me suis trompé de texte, pardon les gars, ne coupez pas. Alors, je disais, parce que l'industrie du cinéma a compris la nécessité d'être en phase avec son public en lui proposant un spectacle moderne et minimaliste pour questionner son rapport à l'image animée? Non. La réponse est non. En fait, c'est surtout que ça coûte que dalle à faire, que la promo passe souvent par des campagnes virales sur internet, ce qui ne coûte rien non plus, et que quelques exemples d'énormes succès ont pu laisser penser qu'il suffisait de laisser une caméra pourrie à un acteur médiocre pour que tout le monde se précipite en salle, s'extasier devant des images moches, cadrées avec le cul. Je te sers un petit tomate pastèque. Mais évidemment, si on prenait un peu de recul sur le phénomène, on se rendrait compte que ces succès sont en réalité la partie visible d'un colossal iceberg de films mineurs, oubliables et oubliés à la vitesse de l'éclair, oui, Gilles? Ça se prononce iceberg. Ah non, ça se prononce iceberg. T'es sûr? Ah oui, certain. Mais on dit bien burger. Ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Mais ça change tout. Donc, Paranormal Activity nous raconte l'histoire de Katie et Micah, interprétés respectivement par Katie Featherston et Micah Sloat. Ça, c'est une tradition du genre qui veut que les personnages aient le même nom que les acteurs qui les interprètent, afin de rendre encore plus floue la frontière entre fiction et réalité. Un jeune couple qui a récemment emménagé dans une nouvelle maison à San Diego, en Californie. L'action sera filmée par Micah, qui vient de s'acheter une nouvelle caméra après que Katie lui ait expliqué qu'un infernal démon démoniaque diabolique la tourmente depuis qu'elle est enfant et la suit partout où elle va. Ah, j'ai eu ça une fois aussi. Enfin, sauf que moi, il me suivait pas vraiment partout, en fait, il restait dans son panier à mâchouiller des trucs. Bref, le plan de Micah est simple, filmer un maximum d'images nuit et jour pour essayer de clarifier la situation et d'accumuler des infos sur le démon qui hante sa chair et tendre. Délicate intention qui me permet de mettre en lumière une spécificité assez intéressante du found footage. Dans ce type de film, la caméra est donc utilisée par un des protagonistes, ce qui fait que, contrairement à une fiction classique, il est nécessaire de justifier que la caméra tourne au moment où elle tourne. Juste Morvin, tu serais pas un peu relou là avec ta caméra tout le temps? Et le fait d'avoir comme contrainte de faire de la caméra un personnage à part entière du récit force souvent les réalisateurs à donner une importance à la présence de la dite caméra et donc à l'acte de filmer, puisque au moins un des personnages aura à faire ça pendant tout le métrage. Parce que là c'est quand même des trucs de merde que tu filmes. Et par conséquent, vu que cet acte de filmer est indispensable au fait que nous puissions voir les images, il est nécessaire qu'il le soit également pour les personnages du film, pour justifier qu'ils ne coupent pas la caméra, même à des moments où le bon sens voudrait qu'on la coupe. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui est con aussi. Et en plus de ripilant petit ami. Montre-toi si tu oses. T'as rien dans le slip? Ton démon il vaut rien, il vaut que dalle. T'es qu'un naze. Ah, je suis Belzébuth, prince des ténèbres. Craignez mon courroux, car il est venu, celui qui va vous fumer vos À partir de là, plus le démon se montre belliqueux, plus Micah devient con et inconscient, et le provoque jusqu'à en arriver à faire précisément ce que le médium du début lui a déconseillé de faire, utiliser une planche de Ouija. Ok, alors avant que qui que ce soit ne dise quoi que ce soit, je suis parfaitement conscient qu'on est face à une espèce de syndrome de Scully, mais j'aimerais qu'on m'explique quelque chose néanmoins. Pas de soucis. Que veux-tu savoir? C'est pas parce que tu mets des moyens dans tes blagues que tu vas devenir Monsieur Blague, Jérémy. Ce qui me turlupine, non, c'est que, normalement, la prérogative à ce qu'un personnage se moque de la thèse paranormale, c'est qu'il n'y croit pas. Sauf que là, il agit comme s'il n'y avait aucun danger, mais il accepte parfaitement de croire à l'existence du démon. Et il prend ça d'ailleurs avec beaucoup de philosophie, si vous voulez mon avis. Excuse-moi, mais j'ai du mal à trouver ça génial, vu que c'est moi qui suis persécuté. T'inquiète pas, on va régler ça. Ça va aller. Bref, je me rends compte qu'en fait, il se passe pas grand chose dans ce film, donc on va pouvoir conclure rapidement. Alors le couple décide finalement de rappeler le médium du début qui repasse en coup de vent leur dire qu'ils sont niqués, et effectivement ils le sont, puisque le démon finit par prendre possession de Katie, assassine Micah, et je leur remercie, et c'est la fin de Paranormal Activity d'Oren Peli. Et c'était intéressant. Et t'as trouvé ça bien? Intéressant. Intéressant genre bien? Eh ben je sais pas trop. En fait, je trouve que le film a une immense qualité que beaucoup d'autres found footage n'ont pas, c'est d'assumer à fond son concept. Et vraiment, c'est assez rare pour être souligné. Et c'est d'ailleurs une critique récurrente que je pourrais adresser au film en found footage. Étant donné que le concept est en soi anti-spectaculaire, on voit souvent des réalisateurs le tordre pour le rendre plus impressionnant. Par exemple, dans Diary of the Dead de George Romero, un personnage trouve une seconde caméra, ce qui permet de faire des contre-champs. Mais dans Paranormal Activity, il y a rien de tout ça. Le film est minimaliste à l'excès et ne s'embarrasse d'aucune fioriture. Et ce jusqu'au boutisme permet donc au film d'être plutôt économe en termes d'effets à un moment où le cinéma d'horreur se complaisait dans la surenchère gore. Alors que là, on peut se contenter de montrer des événements moins spectaculaires, mais qui seraient vraiment effrayants dans la vraie vie. Du coup, l'efficacité du film repose non pas sur une escalade de violence, mais sur la crédibilité de son effet de réel. D'où la présence d'une flopée de détails présents uniquement pour rendre plausible l'intrigue du film. Voilà, je branche le Firewire, et c'est parti. Ce qui contraste même avec d'autres films de la franchise, comme Paranormal Activity 3, qui est un préquel censé se passer dans les années 80, mais qui utilise visiblement des caméras haute définition super sensibles, même par rapport aux standards actuels. Et ils vont même jusqu'à montrer la caméra en question. Je veux dire, soyons sérieux une seconde. Qui peut croire que ces images viennent de cette caméra? C'est ridicule.
Hein, Gilles? Ridicule. Donc cette radicalité, c'est ce qui rend le film théoriquement très intéressant. Je précise théoriquement parce que cette même radicalité est risquée dans le sens où elle peut très vite rendre le film chiant. Et comme le réalisateur refuse tout compromis formel, il compense ça étrangement en faisant faire à son personnage principal des trucs complètement absurdes qui le rendent, bon, déjà antipathique, mais surtout irrationnel. Et si on suit un personnage qui passe son temps à faire des trucs déraisonnables, on finit par moins croire à l'histoire qui nous est racontée et donc à avoir moins peur devant. En tout cas, ça a eu cet effet-là sur moi. Mais en l'occurrence, mon opinion n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse par contre, ce sont les autres critiques qui sont régulièrement faites au film et même au found footage plus globalement, à savoir qu'il s'agit d'un genre fainéant qui permet au réalisateur de s'économiser l'effort de penser une mise en scène. Le but du jeu va donc être d'essayer de comprendre pourquoi ces critiques sont si récurrentes. Donc, aujourd'hui, si je vous dis cinéma, vous me dites argent, Cocaïne. prostituée, Ego. chirurgie esthétique, Décadence. Babylone, Cadmérade. 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 Non, non, non. Enfin si, mais surtout vous me dites 7e art. Il est aujourd'hui donc communément admis que le cinéma est un art, mais à l'évidence, cela n'a pas toujours été le cas. Et au début du XXe siècle, nombreux étaient ceux qui pensaient que le cinéma n'était pas un art à part entière, simplement parce qu'ils considéraient que ce n'était rien d'autre que l'enregistrement photographique d'une œuvre dramatique, et que donc, ce n'est pas l'objet filmique en lui-même qui est une œuvre d'art, mais ce qui est filmé. Et c'est là qu'on va voir apparaître une notion essentielle qu'il me faut expliciter. C'est des trucs un peu compliqués, donc les gars, si vous avez des blagues à faire, vous les faites maintenant. 10 camions. Camion, Ah non. tu dégages. Tu mets le micro sur un pied, tu dégages. Je veux rien savoir, tu dégages. La spécificité du médium est un concept fondamental au cinéma, comme dans toutes les autres formes d'expression artistique, qui part du principe suivant. Chaque domaine artistique dispose de plusieurs outils qui lui sont spécifiques, dans le sens où on ne les retrouve pas dans les autres. Par exemple, une note, un accord ou une mesure sont des éléments spécifiques à la musique. Et à partir de là, il est tout à fait possible de conclure que le cinéma est un art à part entière, au même titre que tous les autres, puisque lui aussi dispose de tout un tas d'outils qui lui sont spécifiques. Et d'un lexique associé avec des mots comme plan, montage image, travelling avant, moteur, ça tourne, coupé, oh il reste du 4 quarts à la régie. Et partant de cette notion, on peut aboutir à la réflexion suivante. Un bon film est un film qui utilise avec pertinence les outils spécifiques au médium de l'image animée. Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande volontiers Notes sur le cinématographe de Robert Bresson, une compilation de petites phrases dont beaucoup parlent de ça. Et c'est pour ça qu'il est par exemple très mal vu au cinéma de faire du théâtre filmé, simplement parce que, comme le dit très bien Bresson, les gestes et les paroles ne peuvent pas former la substance d'un film comme ils forment la substance d'une pièce de théâtre. Parce que si c'était le cas, autant en faire une pièce de théâtre, puisque le médium cinématographique n'apporterait rien à l'œuvre en question. C'est comme si vous vous retrouviez devant une peinture sur laquelle est peint un roman en lettres noires sur fond blanc. Quelle que soit la qualité du roman qui est peint dessus, l'œuvre serait difficilement considérable comme une bonne peinture. Au mieux, ce serait un bon roman. Dans le cas de Paranormal Activity, donc, les séquences de nuit consistent simplement à laisser tourner la caméra et à rythmer le jeu des acteurs. Par conséquent, il est, je pense, normal que beaucoup puissent considérer ça comme une supercherie. Sauf que si les choses étaient aussi simples, je serais sur la plage en train de siroter vers sur vers de Cuba Libre, et ce n'est heureusement pas le cas parce que j'aime pas trop ça. Parce que, quand bien même on est partisan de la spécificité du médium, et je le suis, reste encore à définir ce qu'est cette spécificité. Et là, il s'avère que tout le monde n'est pas d'accord. Les formalistes russes, par exemple, pensaient qu'elle se situait au niveau du montage, puisque le montage image n'existe nulle part ailleurs que dans l'image animée. Mais, pour d'autres, c'est le plan séquence qui est au cœur de cette spécificité, parce qu'il permet mieux de capter les mouvements du réel, ce qui est aussi exclusif au cinéma. Et j'en viens donc à vous recommander une autre lecture fort intéressante, Qu'est-ce que le cinéma ? D'André Bazin. Le livre est une compilation d'articles d'André Bazin, donc un des plus éminents critiques français de l'histoire, et le texte le plus célèbre de ce dernier est Montage interdit, qui est en fait une compilation de 2 articles originellement écrits pour les cahiers du cinéma, dans lesquels Bazin explique qu'il est souvent important d'authentifier le récit par des plans séquences, puisque le montage seul est un trucage. Cette idée est synthétisée dans une de ses phrases qui dit que quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de 2 ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Et si on transpose ça à Paranormal Activity, on peut tout à fait admettre que ce qui peut d'abord passer pour de la fainéantise est en fait une suite de choix conscients qui rend le film plutôt crédible. Donc, quel que soit mon avis sur l'œuvre, le fait que le film ait réussi à fédérer un si large public avec si peu de moyens constitue clairement ce que les Américains pourraient appeler un tour de force. Et par ailleurs, si on voulait élargir ça à tous les found footage, on pourrait légitimement arguer que le procédé en lui-même est spécifique à l'image animée et que les outils qui sont utilisés, et je pense notamment à l'utilisation du hors-champ ou encore au fait de profiter des défauts de la bande, sont des effets de cinéma. Donc, ces films ne sont pas moins des films que n'importe quel autre, il s'agit juste d'une autre manière de dérouler le récit. Certes, peut-être un peu daté maintenant, puisque je pense que la grande mode du found footage est terminée, mais légitime quand même. Ouais, alors tu vas quand même super loin pour justifier le succès du film, je trouve. Attends, c'est moi qui vais super loin ? Je trouve que tu vas très loin. Parce que, je veux dire, si le film a marché, c'est... 347e dimension, première. On est le 4 juillet, il est midi 47. Hey, je te fais visiter ? Allez, carrément. Alors bienvenue, voici donc mon salon, avec mon coin télé, mes canapés, c'est là que je regarde des films et tout ça. En haut, il y a les chambres. Chambre et salle de bain. Ici, il y a des chiottes avec une odeur de ouf. Et alors ça, chausson tigre. Tu connais la différence entre un alligator et un crocodile ? Non. C'est quasiment la même chose. Et ça,
chaussons popotames. Le crâne véritable d'Abraham Lincoln. Ah, je vais te manger! Non, non! Et alors, le joyau, ma coupe de l'université d'été du MEDEF 2014. J'ai fini 2e. Elle est magnifique. Attention, ça coupe! En tout cas, c'est super sympa de m'accueillir, vraiment. Eh, mais Mikasa jest Mufasa! Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna. Donc, Paranormal Activity est un film indépendant américain sorti le 14 octobre 2007 aux États-Unis, au départ seulement dans les festivals, puis en octobre 2009 dans les réseaux de distribution habituels. Le film est réalisé par Oren Peli, dont c'est le premier long métrage qu'il a tourné en 7 jours pour un budget de seulement 15 000 $ et qui en a rapporté 193 millions, soit près de 13 000 fois son budget initial, ce qui fait de Paranormal Activity le film avec le plus grand retour sur investissement de l'histoire du cinéma tout entier, si on exclut les coûts marketing. Un budget extrêmement limité qui s'explique par le fait que Paranormal Activity est ce qu'on appelle communément un found footage. Et à vrai dire, c'est même un de ses plus célèbres représentants. Il est donc, je pense, indispensable d'introduire le concept du found footage avant de s'intéresser au film à proprement parler. Et il y a un paquet de trucs à dire sur le sujet, alors installez-vous confortablement, préparez-vous un petit bol de chips, éventuellement avec un peu de guacamole. Bon, si vous le faites maison, c'est toujours mieux, sinon au pire, ça existe en sachet. Par contre, faut quand même rajouter un avocat, c'est pas genre du guacamole déshydraté, quoi. C'est plus un mélange d'épices qu'on rajouterait à l'avocat pour faire du guacamole. Donc le found footage, qui pourrait littéralement se traduire par métrage trouvé, est un genre cinématographique qui repose sur le principe du métrage trouvé, justement, dans le sens où chaque film est supposé avoir été tourné par un de ses personnages, puis retrouvé par quelqu'un d'autre avant de nous être présenté. Un procédé qui renverse du coup une convention traditionnelle de la fiction, puisque cette fois-ci, les caméras utilisées pour tourner le film existent aussi dans la diégèse de ce dernier, comme c'est le cas pour les faux documentaires. Ça, c'est l'idée de base derrière le found footage, mais pour vraiment en saisir l'importance, il va falloir que je procède à un petit historique. Le genre a été popularisé au cinéma en 1999 avec la sortie du projet Blair Witch, qui raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui réalisent un documentaire sur la légende d'une sorcière qui entrait la forêt de Black Hills dans le Maryland, une forêt toute proche de la petite ville de Burkittsville, anciennement nommée Blair jusqu'au début du 19e siècle. D'où le titre The Blair Witch Project, à moitié traduit en France par le projet Blair Witch pour les 3 personnes au monde qui savent que witch veut dire sorcière, mais pas que project signifie projet. Merci les traducteurs. Mais de rien, trop du cul. Alors, il est communément admis que le film est celui qui a posé les bases du genre, et il est probablement le premier auquel vous pensez si on vous dit found footage. Mais sans contenter comme origine au found footage serait ma foi fort incomplet. Fort incomplet ou saltimbanque total? Hey, c'est moi qui fais les blagues ici. Ah ouais? Donc, de nombreux précurseurs au projet Blair Witch existent, comme par exemple Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato en 1980, dont la seconde moitié consiste en la projection d'images tournées par une équipe de reporters morts aux mains d'une tribu cannibale, ce qui donne des séquences absolument dégueulasses que je floute en utilisant ma machine à flouter flambant neuve, qui nous a gentiment été offerte par notre partenaire Floutix, en échange d'un petit placement de produit. Bien sûr, il existe tout un tas d'autres proto-exemples qui jalonnent l'histoire du cinéma, et j'avoue que j'aurais bien du mal à être exhaustif, d'autant qu'on pourrait remonter super loin jusqu'au cinéma vérité, ou même, pourquoi pas, au roman épistolaire, comme Dracula par exemple, qui pourrait tout à fait être considéré comme un précurseur au found footage, puisque l'histoire y est racontée